Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième édition de notre événement Les Outre-mer aux avant-postes, ici à la Maison de l'Océan à Paris et bien entendu en ligne sur le site du Point et sur nos réseaux sociaux. Pour notre 6e session du jour, on s'intéresse à l'histoire. Histoire française, fierté ultramarine, un pas de deux salutaire. Vous aurez sur cette session la possibilité, à la fin de celle-ci, de poser vos questions, soit en scannant le QR code qui vous a sans doute été remis ou qui apparaît à l'instant par la magie du numérique sur l'écran derrière moi, soit en vous rendant, si vous êtes en train de nous suivre peut-être dans les Outre-mer, en streaming, vous vous rendez sur le site menti.com et vous entrez le code 83 41 39 00. Alors, comment concilier des histoires diverses au sein d'un même État? Comment évoquer le passé, parfois douloureux avec les Outre-mer, un passé marqué du sceau de la colonisation, de l'esclavage, divers scandales sanitaires et sociaux? On en débat tout de suite avec Isabelle Ider-Krivski, qui est docteure en anthropologie sociale et ethnologie et professeure des universités à l'Université de Guyane. Elle échangera avec Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle table ronde centrée autour de l'histoire française, de la fierté ultramarine. Alors, le ministre Gérald Darmanin, ce matin, lors de son entretien, l'a rappelé, il s'agissait de la Nouvelle-Calédonie qui a été, comme l'Algérie, disait-il, une colonie de peuplement et donc c'est ces mots, une histoire particulière qui se respecte. Il rappelait d'ailleurs l'existence de deux drapeaux, le drapeau national et le drapeau kanak. Difficile en effet quand on s'intéresse aux Outre-mer de ne pas parler d'histoire et d'identité. Difficile mais passionnant. Boris le rappelait, comment est-ce qu'on concilie justement deux histoires au sein d'un même État, au sein d'un même territoire? Comment est-ce qu'on évoque sans trop de passion, sans trop de douleur, c'est ce passé qui unit les Outre-mer à l'Hexagone. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir avec nous, Isabelle Ider-Krivski. Vous êtes une spécialiste, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, professeur des universités à l'Université de Guyane. Et vous êtes donc spécialiste des questions d'histoire, d'identité, d'immigration et aussi de discrimination. Alors vous avez déclaré, Isabelle Ider-Krivski, en amont de cette table ronde, « Moi, j'aborde la question de l'articulation entre les mémoires ultramarines et hexagonales sous l'angle de l'interculturalité, assez méconnue du grand public. » Alors c'est pas faux, assez méconnue du grand public. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par interculturalité, même si, a priori, le mot semble simple? Oui, bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Et effectivement, on a l'habitude de parler de multiculturalité, pluriculturalité, interculturalité. Et on utilise ces termes sans trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils désignent exactement. L'interculturalité, c'est un peu l'inspiration des mathématiciens, l'intersection. Et on travaille beaucoup plus sur les points communs que sur la division. Et vous voyez ce modèle multiculturaliste qui divise, c'est le modèle mosaïque qui va juxtaposer les groupes, le modèle nord-américain. Et nous, on veut travailler un peu plus maintenant sur les ressemblances, qu'est-ce qui va nous rassembler. Et sur l'histoire de France, justement, pendant très longtemps, et je suis moi-même issue de cette histoire, puisque je suis née en Guyane, et j'ai appris pendant très très longtemps que mes ancêtres étaient gaulois. Donc voici des erreurs aujourd'hui que beaucoup de chercheurs ont pointé du doigt en disant qu'on ne pourra pas continuer à vivre ensemble si on occulte toute une partie de l'histoire de France. Vous allez faire de la peine à Guillaume Canet. Attention, vous savez qu'il y a de gros enjeux autour de ce film. Je travaille sur les points communs alors que l'on se focalise souvent sur les différences. Il faudrait s'intéresser aux passerelles. Qu'est-ce qui se passe en fait? On voit quand on perçoit justement les identités d'ailleurs j'ai dit, ultramarines, on voit les choses toujours du mauvais côté justement. Il y a un prisme qui nous conduit à les voir du côté, de voir le négatif finalement. Il y a un défaut de perception là-dessus. Ça, on le ressent en vivant justement dans ces territoires. Lorsqu'on entend parler de nous dans les journaux nationaux, c'est souvent parce qu'il y a un événement grave qui s'est produit. Ça, statistiquement, on le reconnaît. On voit que l'image qui est
renvoyée est souvent très négative. Ça pose un véritable problème de construction identitaire et puis surtout d'identification à la nation. Alors figurez-vous qu'en Guyane, il y a aussi un drapeau depuis les années 70. Donc il est normal que toutes ces revendications, en fait, on peut les identifier. Il est tout à fait normal que ces revendications au niveau régional émergent à partir du moment où on commence à avoir des difficultés à trouver sa place au niveau national. C'est-à-dire simplement, au journal national, petit encart sur, il s'est passé, par exemple, nous sommes en pleine période carnavalesque chez nous, qui est d'origine européenne d'ailleurs, mais qui n'existe plus, hormis dans quelques régions de France. On aurait bien aimé, par exemple, voir ces événements-là mis en valeur. Il y a une très forte revendication de la population qui dit mais on va parler de nous parce qu'il y aura une mule d'origine de Guyane qui aura été arrêtée à l'aéroport. Donc voici les difficultés que nous avons, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance véritablement. De la part de l'Hexagone, en fait. Oui, parce que, je vous le dis, nous, on a appris, par contre, dans nos établissements scolaires, chaque génération de Guyanais a appris par cœur les régions, on connaît les départements, on connaît, je pourrais presque dire, parfois même, on connaît les fleuves mieux que les Français de métropole eux-mêmes. On apprend tout ça par cœur parce qu'il y a une véritable volonté d'intégration par l'assimilation. Et cette idée, elle a longtemps été véhiculée. C'est pas un gros mot, assimilation. C'était pendant très longtemps, d'ailleurs, c'était une insulte. Dans les rues, on pouvait vous traiter parce que vous ne parliez pas la langue régionale. Donc on vous parle en langue régionale et vous ne répondez pas, vous ne comprenez pas, on vous traitait d'assimilé. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce modèle d'assimilation, ce paradigme-là, il a atteint ses limites. Parce que vous parliez des identités, justement. Peut-on être français et être différent ? Eh bien, la France métropolitaine dit oui, parce qu'en réalité, toutes les régions ne se ressemblent pas. Je vais en Alsace, moi j'ai fait mes études, j'ai commencé dans la région PACA, je constate bien qu'après, me déplaçant en France, fallait faire attention lorsque j'étais immatriculée 06, il fallait faire attention lorsque j'allais dans le 13. Et c'était juste à côté. Et c'était très intéressant. Je dis, j'ai pas encore changé de pays, qu'il y a déjà des tensions. Eh bien, c'est normal. Figurez-vous justement que l'anthropologie a démontré que les identités se créent par ressemblance. On va adhérer par adhésion et conviction personnelle, mais aussi conjointement, simultanément, par différenciation. Je suis ça parce que je ne suis pas ça. C'est pour ça que vous dites, c'est pas une mosaïque, justement, les identités, parce que ça se juxtapose pas comme des petits carreaux de mosaïque. Justement, il y a de l'interaction, en fait. Et c'est ces interactions qui m'intéressent dans mes recherches. C'est qu'au bout d'un moment, alors on a fait un inventaire des peuples, d'accord, très bien, on a fait un inventaire, mais qu'est-ce qui se passe entre eux ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais lorsqu'ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent ? Alors, on a des relations parfois conflictuelles, mais pas tout le temps. On peut avoir des relations aussi de coopération, d'entraide, et voire même plus, puisqu'on parle de métissage. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, ces populations, elles se rencontrent. Donc on focalise beaucoup sur les aspects conflictuels, sur les tensions, sur les rejets. On va rejeter la France métropolitaine. Mais en réalité, quand j'analyse les discours de revendication, par exemple lors des mouvements sociaux en Guyane, mais bien souvent, ceux qui se prétendent anti-français, en réalité, quand on analyse le discours, on va voir, mais on demande plus d'État, on demande plus d'intervention, plus de moyens de l'État et plus de présence de l'État. Intéressant comme contradiction. Parce que la réalité, justement, elle est là. C'est qu'il n'y a pas... La relation, elle n'est pas unilatérale. C'est qu'il y a interaction. On se regarde, on s'observe et on veut, en réalité, être reconnu pour soi. Et ça, c'est le fondement de l'identité. Est-ce qu'il y a aussi une sorte, on peut aussi faire parfois son autocritique, une sorte de faillite médiatique dans la façon dont on parle aussi en métropole ou dans l'Hexagone, parce que je crois qu'on ne doit plus dire métropole, j'en sais rien, je ne sais pas. Oui. Mais aussi, oui, médiatique, et aussi en termes d'enseignement, comment on enseigne justement peut-être l'histoire de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, ici même, par exemple, ou en Alsace ou en Normandie. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est fait à sens unique. C'est-à-dire que, oui, dans les territoires, nous avons appris l'histoire de France, mais cette histoire de France s'arrête à l'Hexagone. Et on n'a pas l'impression d'en faire partie.
Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on voit bien tout l'héritage qu'il y a, qui est extrêmement important. Et puis surtout, ce qui va nous valoriser, nous faire nous rencontrer, ce sont justement ces ramifications. Si aujourd'hui, nous existons et nous sommes, parce que nous devons répondre justement à ces deux questions, qui sommes-nous et que sommes-nous pour construire notre identité? Si on n'arrive pas à remplir ce contenu, qu'il y a des zones vides, un peu floues ou interdites, surtout les zones interdites, on se rend bien compte que là, on va rentrer en conflit. Donc aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, l'histoire de l'esclavage n'est pas que l'histoire de nos territoires. C'est que, on voit à Nantes, aujourd'hui à Bordeaux, on peut commencer à parler de mémoire, on peut parler de musée, et on peut dire, voilà, oui, on l'a fait, c'est ensemble. Et c'est ça l'interaction, c'est ça ces zones interdites que vous ne voulez plus voir. Pour vous, il n'y a pas de zone interdite. Vous avez utilisé cette expression. Surtout pas. Oui. C'est là qu'on va naître, avec le conflit, lui, il va trouver un terreau favorable pour grandir. Alors ce conflit va se transformer en haine, en rejet, en stigmatisation, en révolte, à partir du moment où ça devient un point faible aussi au niveau national. Là, je vois que des mesures sont prises aujourd'hui pour lutter, le gouvernement prend les mesures pour lutter contre les discriminations, le racisme, mais c'est important d'utiliser ces mots aujourd'hui. Quand j'ai commencé mes études, j'ai soutenu ma thèse il y a 20 ans, on me disait, tu travailles sur le racisme en Guyane, tu n'auras pas de travail, il n'y a pas de racisme chez nous, on est tous métis. Et en fait, un peu comme le Brésil, on était rentré dans ce mythe de la démocratie raciale, pensant que le métissage allait résoudre tous les problèmes. Alors qu'en fait, il n'a fait qu'envenimer la situation, puisqu'on a hiérarchisé les métis en fonction du degré de sang blanc et du degré de sang noir. Donc il faut savoir justement que cet héritage européen a fortement marqué nos modes de vie. Alors, tant qu'on ne va pas en parler, on ne va pas pouvoir résoudre le problème. Et qu'est-ce que vous pensez de cette notion qui nous a servi dans le titre de fierté ultramarine? En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça pourrait être, cette fierté ultramarine, et en quoi c'est important d'insister là-dessus? C'est important au même titre que d'être... alors moi, je me rappelle, quand j'ai commencé mes études, il y avait une amie corse qui m'a dit « Ah, moi, je suis corse avant d'être française ». J'avais jamais entendu ça de ma vie, parce que je venais justement d'un territoire où il ne fallait pas tenir ce type de propos, c'était extrémiste. Je disais « Attention, t'es autonomiste ». Et même indépendant, c'était un mot interdit. Et j'entends ça, j'entends des Marseillais dire « Moi, je suis Marseillais avant d'être Français ». Je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce possible ?» Eh bien oui. L'anthropologie nous dit, justement, pour construire ton identité, tu as d'abord besoin d'appartenir à un groupe. Et d'abord au niveau de l'individu. L'individu a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance va nous permettre d'intégrer un groupe. Parce qu'en réalité, on est tous uniques. Tous, personne ne nous ressemble à 100%. Mais comment on va faire pour faire un groupe dans ce cas? Alors on se dit inconsciemment que nous allons simplement mettre nos points communs sur la table. Tu dis, bon voilà, le reste tu laisses de côté. Et on crée un groupe, c'est comme ça qu'on crée une communauté. Ensuite, cette communauté, ces différents groupes vont s'intégrer au sein d'un ensemble national. Donc il est important déjà d'avoir la première étape, l'étape de l'individu, fier d'être, fier d'appartenir. Et oui, je vais trouver ma communauté. On voit par exemple, je peux avoir ma communauté LGBT, c'est ma communauté, c'est mon groupe, j'en suis fier, je ne veux pas m'en cacher. Voilà, simplement. Alors, il ne faut pas que ça devienne un élément de revendication extrémiste. C'est là la limite, en fait. Et ça peut le devenir si je suis rejetée par l'ensemble, par le groupe, par la société. Vous le constatez certainement avec vos étudiants. Vous insistez sur ce point. Dans les sociétés ultramarines, surtout américaines et caribéennes, il y a un côté... Vous parlez d'une américanisation. C'est-à-dire qu'en fait... les étudiants semblent très influencés par ces cultures nord-américaines et ce multiculturalisme dont vous parlez. Comment vous expliquez cette vogue du multiculturalisme à l'américaine, et en quoi est-ce un problème? Alors ça s'explique parce que toutes les générations dans notre zone géographique, on est sud-américains, les seuls francophones de l'Amérique du Sud, on est entouré de la Caraïbe, on a bien abordé ces sujets toute la matinée pour montrer qu'en fait, voilà, il y a l'Europe
en Amérique du Sud. Je suis européenne, sud-américaine. Ici, c'est particulièrement intéressant de voir comment on a ce rapport à l'Amérique du Nord. Il y a eu un tel déficit de la part de la société française hexagonale d'identification, de leaders charismatiques auxquels la population aurait pu s'identifier. Alors je rappelle, dans un contexte colonial où les apparences, les phénotypes sont extrêmement importants, ils ne sont jamais neutres. On se désigne par notre apparence physique, par notre appartenance communautaire. Alors ça choque souvent quand on vient de l'extérieur et on va vous désigner par votre couleur de peau. Alors j'ai entendu, on a dit blanc, ben oui, on parle couramment, nous on va dire noir, on va dire nègre d'ailleurs, c'est pas autorisé, tout le monde ne peut pas l'utiliser, mais par exemple on va dire c'est un beau nègre, pour dire qu'un homme est beau. En Haïti, nègre c'est le synonyme d'homme par exemple. Donc il faut savoir qu'on n'a pas le même vocabulaire en plus. Et les Afro-Américains, même aujourd'hui les natifs américains, donc autochtones américains, parce qu'ils influencent nos autochtones guyanais, les Afro-Américains influencent les descendants d'esclaves. Il y a eu un tel déficit de la part de l'Europe, de la France hexagonale, qu'on a puisé dans la Caraïbe et les États-Unis. Nos leaders, je pense même, à un moment donné, quand on regarde les discours, on les écoute, on lit les discours de l'époque, on se rend même compte que parfois Martin Luther King, il était français. On a même cette impression-là. Parce qu'on va s'identifier sans aucune difficulté à tous les leaders de l'Amérique du Nord. Et toutes les générations ont eu leur leader. Alors c'est passé aussi très facilement par l'art, le cinéma, et statistiquement d'ailleurs, un moment, il y a quelques années, le Centre national de la cinématographie avait montré que nous allions dans les Outre-mer voir beaucoup plus de films américains que des films français. Et ils étaient très étonnés, ils sont pourtant francophones, ils ne vont pas voir les films français. Parce qu'on n'arrive pas à s'identifier. Mais quel était ce déficit ? Vous dites qu'il y a eu un déficit justement de la part de l'Hexagone qui n'a pas fourni en fait les figures d'identification. Mais est-ce que c'était à l'Hexagone de les fournir ? Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte quand on écoute les artistes qui vivaient à Paris, parce qu'il fallait vivre à Paris pour percer, beaucoup nous font part de leurs difficultés justement à intégrer ces milieux, le milieu artistique, en disant mais c'est pas faute d'œuvrer, on est là, on existe. Et il y a une énorme production artistique en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, par exemple, pour ne citer que cela, qui est totalement inconnue en France métropolitaine. Il se passe parfois des événements qui sont vraiment réservés, pas réellement, mais réservés parce que ça circule dans certains réseaux, des événements culturels où on va retrouver seuls les Antillais-Guyanais, Réunionnais, Mahorais qui vont acheter des billets pour assister à un spectacle. Et ce chanteur va remplir l'Accor Arena. Donc c'est quand même pas n'importe quelle salle. Et ça s'est passé il y a quelques mois. Et il a rempli la salle dans l'indifférence générale. C'était qui d'ailleurs ? C'était Kalash. Ah oui. Indifférence générale, pas tout à fait. Il y a du progrès, c'est vrai, il y a du progrès. Et alors, si on revient à cette question du multiculturalisme à l'américaine, pourquoi est-ce que ça vous inquiète finalement ? Pourquoi est-ce que ça serait si mal que ce modèle-là l'emporte sur une autre voie que peut-être vous allez nous suggérer ? Alors il y a deux aspects dans le multiculturalisme américain, c'est qu'il faut savoir comment il est né. Il y a 100 ans à peu près, c'était en 1920, donc un peu plus de 100 ans maintenant, des chercheurs américains se sont interrogés sur la multiculturalité, sur l'immigration. Tout est parti de l'immigration. On est en 1920, les chercheurs se disent il y a une vague migratoire énorme aux États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis vont devenir avec tous ces gens qui viennent du monde entier ? C'est incroyable, les vagues migratoires. En fait, c'est exactement les mêmes questions qu'on se posait ce matin. Qu'est-ce que Mayotte va devenir ? Que va-t-il advenir de nous ? En Guyane, on se retrouve avec 30% d'étrangers, 63% de la population qui n'est pas née en Guyane. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Et là, ces chercheurs, il y a 100 ans, se sont posé cette question. Ça a donné naissance à la théorie du melting pot. Le melting pot américain, c'est pas un mélange en réalité, c'est pas un brassage, c'est pas un métissage. C'est un paradigme assimilationniste qui pensait que tous les migrants qui allaient arriver, quelles que soient leurs origines, sauf afro-américains, ça c'est important, sauf les afro-américains, ils étaient mis à l'écart du melting pot. Tous les migrants qui allaient arriver allaient forcément changer de culture. Ah oui, parce que 1920, c'est la mondialisation, c'est l'ère industrielle,
Oh, attendez, aujourd'hui, on va tous finir par se ressembler avec nos smartphones et nos ordinateurs. Et j'entends ça encore aujourd'hui. Sauf que ça ne fonctionne pas, c'est pas mécanique. Ça ne fonctionne pas de manière mécanique, linéaire, où le migrant arrive, pose ses bagages, oublie, enfin, un ordinateur, il fait reset, voilà, je reformate le disque et je vais m'installer aux États-Unis, j'ai oublié d'où je viens. Ça s'est pas passé comme ça. Et pourquoi les Afro-Américains étaient d'ailleurs exclus de ce melting pot ? Justement, c'est pour ça que je dis, c'est important de le mentionner. Qu'est-ce qui va empêcher de travailler, de vivre ensemble et de collaborer, de cohabiter ? C'est le racisme. On l'oublie très souvent. Chaque fois, on va dire, mais on n'est pas raciste, regardez la preuve. C'est lui, en fait, qui nous pose un problème. C'était une théorie raciste et en plus une théorie assimilationniste qui imaginait que n'importe quel migrant, et c'est un peu ce qu'on entend au niveau national, il faut qu'ils apprennent le français, ils viennent en France, ils viennent chez nous, il faut qu'ils apprennent la langue, il faut qu'ils soient conformes à nos traditions. C'est l'assimilation. Exactement. Exactement. Sauf que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Toutes ces théories qui nous disent qu'un bon immigré, c'est celui qui va tout apprendre par cœur pour se convertir, se trompent. Parce que l'être humain, il ne faut pas oublier derrière que nous n'avons pas des robots. Je comparais à des ordinateurs qu'on aurait reformatés. Non, on n'est pas des robots. Et il est extrêmement difficile pour n'importe lequel d'entre nous ici présents d'être migrant, de s'installer ailleurs. L'être humain a besoin justement de temps. Et puis, lorsqu'on maîtrise une langue, par exemple, c'est pas qu'une maîtrise linguistique, c'est tout un univers affectif aussi. Alors on vous dit maintenant vous parlerez plus le français. À partir de maintenant on va s'exprimer qu'en anglais dans la salle. Ça va créer un malaise. On va dire je suis pas très à l'aise pour exprimer certaines idées. Bon, je me débrouille un peu, mais je pourrais pas parler pendant 4 heures en anglais. C'est épuisant. Mais c'est tous ces aspects que les migrants vont rencontrer dans nos pays. Mais le multiculturalisme à l'américaine a été une réponse à ça, à ces sentiments que vous. Mais justement, c'est même pas une réponse. C'est qu'en fait, il a démontré que l'assimilation avait des limites. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a non seulement pour construire de l'identité, en fait, l'élément culturel n'est qu'un prétexte. Pourquoi nous avons des cultures différentes ? Et même à l'intérieur du territoire national, en France métropolitaine, tout le monde n'a pas la même culture. Il y a des régions, il y a des accents. C'est le meilleur exemple justement de cette volonté-là de créer notre identité, ce sont nos accents. On parle la même langue, mais pas de la même façon. Au fait, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ne parlerait pas tous le français en France métropolitaine de la même manière ? C'est pour marquer notre identité. Et aux États-Unis, c'est exactement ce qui s'est produit. Les groupes qui sont arrivés, ça a même été encore plus loin, c'est que les groupes ont créé des sous-groupes. Parce que lorsque vous êtes migrant latino-américain, mais américain, présent aux États-Unis depuis de nombreuses générations, vous ne voulez surtout pas être confondu avec celui qui vient d'arriver sans papier. Déjà, il y a un écart en fonction de la catégorie socio-professionnelle aussi. C'est-à-dire que tout ceci n'est pas homogène. Et il se produit exactement la même hétérogénéité sur le sol national. On peut être français, mais différent en fait. On n'a pas les mêmes accents, on n'a pas les mêmes histoires. Alors, quelle alternative proposez-vous si on ne désire pas suivre ce modèle américain multiculturaliste ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors suivre, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on se rend compte que c'est ainsi que les êtres humains fonctionnent. Et les jeunes notamment de plus en plus. Oui, aussi, parce que c'est beaucoup plus dynamique, ça va plus vite. On est dans une génération, moi, quand j'ai fait mes études, s'il y avait eu Internet, ça aurait résolu beaucoup de problèmes. Et avec la distance, les parents à 8000 km, aujourd'hui je les vois communiquer avec leurs parents par le Wi-Fi. Donc tout ça, ça a facilité justement l'imprégnation de culture extérieure, ça a facilité les échanges à travers le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous recherchons l'homogénéité. Donc nous allons, plus le groupe grossit, en fait, plus une communauté augmente, elle grandit, elle se développe, mais plus des sous-groupes font leur apparition parce que nous avons besoin d'appartenir à des petites communautés rassurantes. Donc c'est la raison pour laquelle on va retrouver des régions, mais après des départements. Ça, c'est le multiculturalisme, on est d'accord. Exactement. Voilà, on se tient chaud mais il n'est dans pas une même communauté. Voilà. C'est ça, en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est pas un modèle américain. En réalité, il faut se rendre compte que
Nous vivons ainsi à travers le monde. Et observons, alors, notre attention, elle est souvent attirée lorsqu'il s'agit de populations très différentes, déjà physiquement, on va dire les Asiatiques, les Latinos, les Afros, mais en réalité, si on regarde bien, ce multiculturalisme existe sur le sol national. C'est pour ça que je vous ai justement donné quelques exemples sur les départements et les confrontations qu'il peut y avoir entre départements. Mais vous parlez parfois d'une conformité un peu obligée à des modèles, comme des caricatures, vous utilisez le mot. On en vient à reprocher à un membre du groupe de ne pas se comporter comme le groupe. Oui. Alors donc comment on lutte contre ça? Qu'est-ce qu'on propose d'autre? Non, c'est lutter, ce serait vain. Franchement, sincèrement, c'est déjà prendre conscience du mécanisme. C'est déjà bien. Comment ça fonctionne? En réalité, si on remet ça dans le contexte familial, le groupe, ce serait la famille. Votre enfant change sa manière de parler. Il change d'accent. Vous allez le regarder avec étonnement, lui dire « Mais pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Parle normalement. » Normalement, c'est comme le groupe, c'est nous sommes le groupe. Donc déjà, en fait, en réalité, à notre petite échelle déjà familiale, nous constituons le groupe. Ce groupe va s'intégrer dans sa communauté. Dans sa communauté, nous allons nous identifier. Et l'identification passe par l'apparence physique, mais pas seulement, elle passe aussi par l'ouïe. Donc on oublie souvent on peut se ressembler physiquement, mais à l'ouïe, on va dire vous êtes d'où? Lorsqu'on a parlé, j'ai entendu ton accent, je pensais que tu me ressemblais, mais j'ai entendu que nous sommes différents. Et pourquoi j'ai entendu? Parce que l'autre, lui et moi d'ailleurs, j'ai un accent aussi, nous avons voulu marquer notre appartenance à un groupe en parlant différemment. Mais quelle est la limite de ça? Si on doit justement faire ce pas de deux salutaire, comme le dit l'intitulé Histoire française, fierté ultramarine, un pas de deux salutaire. La différence, au fond, n'est pas forcément, un problème. C'est même pas du tout un problème. Donc quel discours on doit tenir? J'allais dire de chaque côté, ce qui est déjà une erreur d'ailleurs de langage, mais dans l'Hexagone et justement dans les territoires ultramarins, pour justement, malgré ou grâce d'ailleurs aussi à ces différences, pas croire d'ailleurs que c'est malgré, mais plutôt grâce, faire ce pas de deux salutaire. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants justement? Je leur dis que l'identité est faite d'appartenances multiples. En fait, nous avons une identité, tous, nous avons notre identité, mais elle est faite d'appartenances multiples. Il faut se voir comme composé de multiples facettes que nous allons activer en fonction des interactions que nous aurons les uns avec les autres. En réalité, si on prend le temps, on trouvera toujours un point commun. C'est le tout monde de glissant, presque. Oui, on est là-dedans, oui. Exactement. Ouais. C'est exact. On en arrive là. Ouais. C'est-à-dire vraiment aujourd'hui, plutôt qu'on connaît nos différences. Et on a raison, en fait, en réalité. Parce que ça nous rassure d'en avoir, d'exister. C'est comme si, on imagine, qu'on portait tous le même nom et le même prénom. Ce serait horrible. Je n'existe pas. Ce serait un peu comme la série je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Donc le prisonnier, il avait raison de dire ça. Voilà, parce qu'en réalité, j'ai besoin d'exister avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Mais est-ce que ça m'empêche de faire partie de l'humanité? Mais sur l'esclavage, vous en parliez tout à l'heure, quel doit être le bon discours? Parce que parfois, quand on parle beaucoup d'esclavage, y compris dans les écoles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus du tout interdit. Il y a aussi en réverbération la formulation qui dit mais nous ne sommes pas responsables aussi de ce qu'ont fait nos ancêtres. Il y a aussi un conflit de mémoire aussi dans l'Hexagone en disant mais pourquoi on nous parle de ça? Je n'y suis pour rien. On en parle, mais dans ce sur cas, la repentance, la fameuse repentance, vous voyez. Dans ce cas, en plus, on est dans un lieu historique. Dans ce cas, on a une cécité sélective parce que on se dit ça je veux voir, ça je veux pas voir. Et quand c'est beau, c'est notre histoire, c'est magnifique. Regardez un peu l'héritage de nos ancêtres. On va montrer Versailles, c'est formidable. Mais après, le reste, non, je ne sais pas moi. J'étais pas là, je ne connais pas. Ça ne fonctionne pas. Justement, l'histoire, elle ne doit pas avoir ce côté subjectif. Sélectif. C'est voilà, vraiment, la cécité sélective. Donc on dit tout. Je suis aveugle pour certains sujets. Voilà. Non, nous devons... Est-ce qu'il faut demander des comptes?
Justement, est-ce qu'il faut demander des comptes aussi aux habitants de l'Hexagone? Parce qu'on relance un conflit. Voilà. Non, c'est au contraire. Là, maintenant, l'idée, c'est de simplement aborder les questions lorsqu'on doit le faire, c'est-à-dire ne surtout plus les écarter. Oui. Parce que lorsque moi j'ai écrit un article d'ailleurs sur l'enseignement de l'esclavage, comment est-il perçu dans nos manuels scolaires au niveau national? Mais c'était moi-même, je ne m'attendais pas à trouver un tel résultat où beaucoup de sujets étaient totalement occultés chez des grands éditeurs. Donc là, ça pose un problème. C'est ça qui crée des crispations. Plus on cachera, moins ça ira. Plus on cache, plus on sert les intérêts de la pensée radicale. C'est un peu, on parlait d'immigration ce matin. Plus on va empêcher, on va rendre les conditions d'accès à la citoyenneté, à l'intégration dans un pays, plus on fera l'affaire des passeurs, des marchands de sommeil. Ils vont dire, tu veux venir chez nous, ça va te coûter très cher. Donc, qu'est-ce qu'on répond au déboulonnage de statut alors? Quand on dit, bah oui, mais regardez ce grand personnage de l'Hexagone, Colbert, Schulcher, au fond, il ne faut pas les glorifier parce que dans leur passé... il y a un pan de ce passé qui est absolument abject, donc déboulonnons. Oui, mais j'ai envie de te faire un peu le même travail que les linguistes sur ces questions-là. Les mots existent. En plus, je l'ai évoqué moi-même, qui a pu surprendre. Ben oui, chez nous, on va dire nègre. Et on va dire d'ailleurs une belle négresse, pour parler d'une belle femme noire. Ça peut choquer, d'ailleurs, je le sais, parce qu'on emploie, on utilise, on explique souvent, parce qu'on se rend compte que ça choque. Mais justement, les linguistes nous expliquent qu'il y a des glissements sémantiques possibles lorsqu'on parle des termes du marronnage. Ces esclaves qui ont marronné, au départ, c'est un terme extrêmement négatif, péjoratif, qui veut dire sauvage, singe. Plus maintenant. Oui, ramassé comme un trophée, presque. Comme beaucoup, souvent d'ailleurs, d'insultes on devient fier de cette insulte. Exactement. En disant, on revendique ça. Oui. Lorsque les universitaires s'étaient mis en grève il y a une dizaine d'années pour créer l'université de Guyane et se séparer de l'université des Antilles, eh bien, les enseignants universitaires ont écrit « Nous avons marronné ». C'est le symbole aujourd'hui de la résistance. Donc par rapport au statut, si on revient, parce que ça a été tellement de débats justement en France. Justement, ce que nous pouvons faire, au contraire, laisser les regarder en face, les expliquer. C'est ce qui a été fait d'ailleurs dans de nombreuses villes en disant non, nous n'allons pas effacer. Ce serait la dernière erreur à commettre. On ne va surtout pas effacer. Puis l'occasion de refaire des erreurs en plus. Exactement. Voilà. C'est de les regarder en face et dire nous avons fait ça. Alors justement, sur la pensée de la négritude, vous y revenez toujours dans vos travaux en disant que selon vous, elle est dépassée en fait, cette pensée de la négritude. Pourquoi? Oui, parce que en réalité, on se rend compte que... Alors, si on la remet dans le contexte, on est dans les années 30. À ce moment-là, il y a ce besoin de revendication. D'ailleurs, un Guyanais a participé, on l'oublie souvent, on parle beaucoup de Césaire, Senghor, mais il y a aussi Léon Gontran Damas. Et on voit bien déjà à l'époque, figurez-vous qu'en Guyane, dans les années 30, cette idéologie n'a jamais réussi à s'implanter dans les esprits. Tout le monde rejetait. C'était l'assimilation avant tout. Et aujourd'hui, on voit il a fallu attendre les années 70 pour s'y pencher, revenir, s'interroger, en disant, mais au fait, qui sommes-nous? Est-ce qu'il n'avait pas raison? On va revoir un peu. Et le rapprochement avec l'Afrique. Mais quelle Afrique d'ailleurs? Exactement. Et là où elle devient une idéologie dépassée, entre guillemets, parce que c'est un va-et-vient, c'est qu'elle ne répond pas à toutes les questions. Aujourd'hui, on se retrouve dans des sociétés où il n'y a pas qu'une question de négritude. La société guyanaise, en plus, on a vraiment abordé les questions ce matin de toute cette immigration internationale que nous recevons. Si on veut intégrer les populations, ce qui a toujours été fait en Guyane, en réalité, c'est l'histoire de la Guyane. Moi-même, je suis qu'à moitié guyanaise avec une mère arménienne. Donc, c'est aussi la possibilité d'intégrer une communauté sans forcément être nègre. Oui, vous dites, je suis descendante d'esclaves et descendante de migrants. Oui, et descendante de migrants, et puis des deux côtés, en plus, alors le côté arménien avec un génocide, une histoire, là où ma famille a trouvé refuge, à Damas, en Syrie, et aujourd'hui, ce sont des Syriens qui viennent de Guyane. Et le ministre se rappelait ce matin. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout, qu'on connaît mal. Oui, mais c'est l'histoire de l'humanité.
Oui. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Les catastrophes naturelles, par exemple, il y a des troubles politiques au Pérou en ce moment. Il faudra s'attendre à recevoir une immigration péruvienne qui existe déjà en Guyane de manière plus importante dans les mois à venir. Ce qui prouve bien qu'on est fait de plusieurs identités. Pour dernière question, avant les questions du public, si on ouvre vers l'avenir, parce que ça m'inquiète, hein, dans cette discussion préalable qu'on a eue, de nombreux jeunes se pensent biologiquement différents. Certains se revendiquent comme appartenant à une race différente. Ça, c'est les jeunes générations qui pensent ça. Oui. Comment on fait ? Oui, on se rend compte que les théories, malheureusement, les 17e, 18e et 19e siècles sont encore bien présents dans les esprits. En fait, toutes ces théories évolutionnistes encore reviennent, en fait, sont de retour. Oui. Exactement. Et comment on fait alors ? Il suffit juste d'expliquer, de faire de la pédagogie, comme pour les retraites ? C'est long, en fait c'est très long. Ça fait 24 ans que j'enseigne à l'université. Alors au début, moi j'étais jeune aussi, dynamique. Je me disais ouais, je vais convertir et convaincre, convertir à l'anthropologie tout le monde. Et finalement non, c'est un long cheminement parce que ça touche aussi à ma personne, mon vécu, ma sensibilité. Vous en servez parfois justement de votre histoire personnelle avec vos étudiants, leur dire regardez de quoi je suis le produit. Parce que on n'est pas neutre. On sait très bien en anthropologie que l'objectivité passe d'abord par une analyse de soi. C'est-à-dire qu'on travaille d'abord en anthropologie sur nos propres représentations avant d'aller vers l'autre. Donc savoir qui je suis moi avant de partir à la conquête du monde. Donc vous êtes optimiste pour cette conquête, ça va bien se finir. Optimiste, je ne sais pas, mais en tout cas, si on n'insiste pas, on ne continue pas la pédagogie, ce type d'événement d'ailleurs que je salue, on n'ouvre pas le débat et qu'on laisse les réseaux sociaux s'emparer de sujets importants, non, on a besoin de se voir et ça ne doit pas se passer sur la toile, ça doit vraiment se passer en face à face, débattre et prendre le temps. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vive les pattes 2. Et ces questions ont stimulé nos spectateurs. Alors, la première, il y a une indignation supplémentaire avec la suppression de la chaîne France O, et quoi qu'on en dise, la chaîne était regardée et aussi pas que par les Domiens. Qu'est-ce que vous en pensez donc ? Oui, c'est vrai que cette suppression, voilà encore un bon exemple de non prise en compte des revendications. Lorsque j'étais étudiante, c'était un plaisir. Alors bon, c'était une époque aussi où il n'y avait pas Internet, mais c'était vraiment un plaisir de pouvoir voir juste simplement des images de chez nous. Et ça permet, alors d'autres personnes aussi m'ont confirmé que c'était important pour elles de regarder cette chaîne avant de venir dans les territoires. Simplement, moi, je vais faire un petit voyage en Martinique, j'ai regardé une émission sur la Martinique. Où est-ce que je pouvais trouver les émissions ? France O permettait non seulement de voir des journalistes issus des territoires, des informations aussi qui résumaient un peu l'actualité des territoires. Et puis, n'oublions jamais, on est très sensible à un aspect, c'est qu'au niveau national, on parle de nous. C'est vraiment, on y tient, ça fait extrêmement plaisir. Mais qu'on parle de nous en bien, pas nous dire, si ça va pas, on enverra ces gens en Guyane au bagne pour s'en débarrasser. Par exemple, on entend ça très souvent, et là, ça vexe. Comment faire pour développer chez les Antillo-Guyanais le sentiment qu'ils sont franco-américains ? Un livre sur l'histoire de la France américaine ? Mais la question est surprenante parce que ils se perçoivent déjà comme étant franco-américains. Ils ont plus de difficultés à être européens, par contre. Mais sur le continent américain et même caribéen, en fait, mais vraiment, que ce soit d'un point de vue culturel, parce qu'on est extrêmement influencé par tout l'environnement culturel caribéen et américain. Alors, être franco-américain, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Plus difficile pour nous, c'est de se percevoir comme faisant partie de cet ensemble hexagonal. Là, c'est vraiment lointain, ça tout dépend en fait des interactions que nous aurons. On deviendra européen lorsqu'on va aller aux États-Unis. Vous voyez un peu comment ça fonctionne ? Lorsque les États-Unis... Par opposition, en fait, à chaque fois. Oui, exactement. On se sent très français quand on va dans un pays étranger aussi. Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'on est français. Exactement. Donc c'est pour ça que je parlais de multiplicité des appartenances. On a une identité, mais on va activer la multiplicité des appartenances en fonction des interactions.
Et on voit bien que dans d'autres pays, dire « je suis guyanais », ça ne renvoie à rien, les gens ne vont pas savoir. « Je suis français », ah oui, d'accord, l'Europe, et là on deviendra européen. Pensez-vous que l'avènement potentiel d'un nouvel ordre international, bloc occidental versus bloc oriental, avec son lot de replis, de barrières, va permettre de stimuler le sentiment d'appartenance? Ah, c'est intéressant parce que on a l'impression que tout ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. C'est nouveau, on découvre toutes ces interactions. Le monde avant, c'était en fait chacun était chez soi, on voyageait pas, et puis d'un seul coup on se rencontre, on s'est mis à se rencontrer, à échanger, puis à rentrer en guerre les uns contre les autres, ou bien à s'allier. On voit bien que c'est pas ça du tout l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, là, en tant qu'anthropologue qui fait de la paléontologie, je vois que l'histoire de l'humanité, c'est depuis le début une histoire de migration, de brassage, de conflits, de coopération. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel. Donc, puisons justement dans le passé, évitons de commettre les mêmes erreurs et regardons ce qui a déjà été fait et les bonnes actions qui ont été commises justement avant. Dernière question, la multiplication des outils numériques d'échange ne contribue-t-elle pas à limiter le métissage? Oui, question récurrente. D'ailleurs, je l'avais abordé déjà dans mon discours. J'entends ça très souvent. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Puis avant, c'était l'isolement total. On ne se parlait pas. Non, on avait d'autres moyens de communication. D'ailleurs, le XVe siècle, les colonisations, c'est de la mondialisation. Sinon, je ne serais pas là, parce qu'il a fallu justement que des continents se rencontrent pour que moi je naisse. Donc ça, c'est de la mondialisation. On a déjà, aujourd'hui, les moyens, la technologie va dans la continuité simplement de ce que nous faisions déjà, un peu moins rapidement, mais on le faisait déjà. Et c'est ce qui nous a permis, dès la préhistoire, de faire naître notre espèce, tout simplement. Homo sapiens est là aujourd'hui dans cette salle, parce que grâce à la mondialisation. Mais derrière cette question, il y a peut-être aussi l'idée que les réseaux sociaux enferment les gens dans une sphère cognitive et une sphère d'appartenance qui limite justement les échanges. Je pense que c'était un peu ça aussi. Mais c'est ce qu'ils font déjà. C'est-à-dire que c'est bien ce que je vous ai dit sur la construction de l'identité. On a besoin de trouver notre communauté. Mais on en sort quand ? Mais là où justement il faut être vigilant, c'est de faire en sorte qu'il y ait des moments de rencontre entre communautés. On a le droit après de repartir chacun dans son petit cocon qui réchauffe, qui rassure, où on va parler sa langue maternelle et on va se retrouver entre soi. Quoique tout le monde ne nous ressemble pas, mais on va mettre uniquement les points communs là sur la table. Parce que sinon on serait tout seul, on ferait un groupe tout seul. Ça ne peut pas exister. Donc on a besoin d'être ensemble. Ça, c'est pas négatif. Il ne faut pas voir cet aspect. À condition d'en sortir parfois aussi. Sinon, voilà. Ouais. Mais ce monde numérique, ne favorise-t-il pas justement l'enfermement justement dans sa communauté ? Le problème de ce monde numérique, c'est surtout quand je vois comment nos jeunes utilisent les outils, c'est qu'ils ont tendance à rester dans leur communauté. Alors, c'est de faire en sorte par la pédagogie et nos enseignants. Alors, il se trouve que je suis formatrice de futurs enseignants. Je suis à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, les anciens IUFM, pour faire court. Donc, à l'université, je suis rattachée à cette composante. On apprend aujourd'hui aux enseignants en fait, il faut éduquer, faire de la pédagogie sur le multimédia. On a cet outil qui est arrivé du jour au lendemain, sans mode d'emploi, d'une certaine manière. Donc, apprendre à nos élèves, à nos enfants, à utiliser ces outils, à nos enfants aussi, où on se plaint de les voir régulièrement. Moi, j'ai des ados à la maison, j'ai 2 filles, entre 11 et 14, et je les vois la journée sur le téléphone. Il faut justement penser à dire, on le pose maintenant, ça y est, et on va faire une autre activité. Parce qu'on a pris l'habitude aujourd'hui d'utiliser ces outils sans penser aux conséquences. Et on lit Édouard Glissant. Voilà. Merci à notre invité, on vous applaudit avec chaleur. Merci beaucoup.